Bonsoir à chacun et à chacune. J'ai une tâche difficile à faire avec vous. M'entendez-vous bien jusqu'en arrière? Oui. La tâche difficile à faire avec vous, c'est de vous introduire un pays que vous connaissez peut-être peu, le pays de la fin de la vie. Et quand on ne s'est pas promené dans ce pays-là, eh bien on est devant un inconnu et tout inconnu fait peur. Je suis un médecin de soins palliatifs, du moins je l'ai été durant mes 10 dernières années de vie active et j'ai donc eu l'occasion de m'y promener et de réaliser que la majorité de nos citoyens, des membres de nos familles, ne comprennent pas bien ce qui se passe. Pourquoi? Parce que le monde des bien portants et la pensée des bien portants est très différente de la pensée de ceux qui sont malades et très malades. Le bien portant mène sa vie à les deux mains sur le volant et sûr de sa dignité qui provient, croit-il, de son efficacité personnelle et professionnelle. Il a les deux yeux fixés sur sa contribution. Jusqu'à un certain point, il se croit fait par lui-même, self-made man. Il est sur un plateau, il n'y a pas de maladie, et ce plateau va durer, croit-il, éternellement. En fait, c'est une glace bien mince. Quand il rencontre le malade, tout d'un coup, il y a une espèce de réalisme. Mais moi, je ne veux pas être comme ça. Et si jamais je devenais comme lui, incapable de bouger, incapable de faire mes choses comme je le veux, donnez-moi une petite piqûre, vite, ce sera fini. C'est bien une pensée de bien portant. Mais ce bien portant, quelque temps après, est devenu malade. Et puis on lui a appris que cette maladie était sérieuse. Alors il est entré dans une bulle de puissance et il a fait partenariat avec un médecin savant qui va non seulement guérir ce cancer, mais qui va le ramener comme il était avant. Et pendant plusieurs années, le voilà qui se bat avec courage et ténacité, et qui va de rémission en rechute et de rémission en rechute. Et au bout de 5, 6, 7, 8 ou 10 ans, il commence à se rendre compte que la maladie ne sera pas guérie, que le combat ne sera pas gagné. Il n'a d'ailleurs plus envie de se battre. Les mots de la guerre sont sortis de sa bouche. Il se sent bien en évolution lente vers un système de vie devenu extrêmement différent. Tellement différent que même son regard à lui, sur sa vie à lui, est en train de changer. Il a de longs moments d'attente, on attend le transporteur adapté. Et voilà que des bouffées de son passé reviennent à son souvenir. Et voilà qu'il se met à s'apercevoir que dans cette vie, il y a d'autres choses que ce qu'il voyait quand il était bien portant. Il apprécie plus que jamais les rencontres, les visites, les partages, les soignants. Il ne vient plus porter sa maladie à l'hôpital pour dire « Regarde, docteur, ma maladie ». Il va à l'hôpital pour lui. Quelque chose est là qui l'aide à vivre. Et bien sûr, quelquefois, il faut s'occuper pour le garder confortable. « Hey, docteur, ça fait une semaine dans la maison, j'ai mal à 8 sur 10, je ne peux pas continuer comme ça, je veux mourir. » Le malade a un cancer de la prostate, avec plein de métastases dans les os, et de bouger, ça lui fait mal. On rentre à l'hôpital, et 3 jours après, on a trouvé une bonne recette, et il n'a plus mal.
Il joue aux cartes avec d'autres malades. Et je lui demande, et puis, monsieur, est-ce que vous voulez encore mourir? Oh non, docteur. Gardez-moi comme ça encore pendant le plus longtemps possible, et ça va bien. Le malade, même en fin de vie, il veut vivre. Il a appris à vivre autrement que comme un bien portant. Il a appris qu'une vie différente est possible et il a vu qu'il y avait dans cette vie des éléments qui sont des éléments de valeur. Ce qui était autrefois mal jugé a changé. Le paysage a changé. Cette lente évolution a changé son regard. Il est plein de nouveaux jugements, de nouvelles priorités. Nouveaux jugements. Oh, docteur, vous voyez cette madame qui rentre dans la chambre? Ça, c'est la femme de mon fils aîné. Mais croyez-moi pas, il y a 4 ans, je suis allé manger avec lui pour leur dire qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Ah, elle n'avait pas le bon portefeuille, elle n'avait pas la bonne éducation, elle n'était pas née à la bonne adresse. Et pourtant, aujourd'hui, docteur, c'est la seule de mes belles-filles qui vient me voir. Il vient de découvrir chez cette femme-là un cœur en or qui vaut bien plus qu'une bonne adresse et que son fils est bien chanceux. Nouveau jugement. Les priorités de la vie sont différentes. Les miennes sont comme toutes dans un grand tamis. Et ce tamis-là laisse passer les petits objets, mais pas les gros. Puis dans ma vie, des petites priorités, il y en a beaucoup. Par exemple, changer les pneus d'hiver, faire réparer mon pare-brise qui vient de se briser en descendant ici, etc., etc. Et je passe beaucoup de temps à éteindre les feux de ces petites priorités. Et voilà que la maladie arrive. Le tamis est violemment secoué et toutes les petites priorités tombent à terre. Elles ont peu d'importance. Restent dans le tamis quelques corps lourds, trop gros pour pouvoir quitter, emprisonnés dans les mailles. Et ces corps lourds ont tous un nom propre. C'est mon frère, à qui je n'ai pas parlé depuis 4 ans, puis que je voudrais revoir, puis je voudrais faire un effort pour que cette rencontre se fasse. Ou c'est mon ex, avec qui je me suis séparé il y a quelques années, et cette séparation me fait mal encore. Il y a des choses que je voudrais lui dire. J'ai peu de temps pour le faire. C'est maintenant. Hey, docteur, samedi, ne me donnez pas trop de morphine. Elle vient me voir. J'ai quelque chose à lui dire. En d'autres mots, j'aime mieux être tout à fait là, pas endormi du tout, et dire ce que j'ai à dire, plutôt que de n'avoir pas mal du tout. La priorité, ça n'est plus la douleur. Mais c'est quoi alors? La priorité, c'est de se montrer comme on est. C'est de tendre une main par-dessus un gouffre. C'est de dire « je te demande pardon ». C'est de dire « je te pardonne ». C'est de se retrouver dans un monde vrai, un monde au-delà des apparences, alors qu'on n'a plus peur d'avoir l'air fou, puis qu'on n'a plus peur d'être mal peigné, puis qu'on n'a plus peur de paraître malade, parce que c'est la réalité. Quelque part, vous sentez qu'il y a là un désir identitaire, de devenir celui qu'on est vraiment. Puis celui qu'on est vraiment, c'était peut-être pas le bien portant, fonctionnel et un peu superficiel. C'est peut-être aussi de cette personne qui est devenue différemment elle-même. Et maintenant, elle souhaite achever des relations avec ceux qu'elle aime. Elle voudrait se montrer elle-même, mais se montrer aux autres aussi. Hey, docteur, quand j'entre dans sa chambre, je suis tout malheureux et je ne sais pas quoi dire. Lui qui est dans le lit avec son cancer du poumon, puis qui prend de la morphine, mais c'est lui qui fait des plaisanteries,
C'est lui qui me parle de ma petite fille et puis de la graduation de mon fils. Je ne savais pas que mon papa était aussi courageux. Je viens de découvrir un héros dans un lit. Et ça me fait mal parce que je sais qu'il me reste peu de temps pour le découvrir. Et que mes racines à moi, elles plongent là dans les siennes. Papa, raconte-moi encore comment tu as rencontré maman. Raconte-moi comment vous êtes passé à travers le suicide de mon frère aîné. Ou encore cette madame qui me dit un samedi, « Docteur, venez cet après-midi. Mon fils sera là et c'est son anniversaire. Je voudrais que vous soyez avec nous. » Ça fait 15 jours qu'elle est aux soins palliatifs. Et le fils rentre, le mari est dans la chambre. Et elle lui dit, « Pierre, c'est ton anniversaire aujourd'hui, mais je ne peux rien t'acheter. Je ne peux pas aller dans les magasins. Mais j'ai pensé t'offrir quelque chose d'autre. Écoute, il y a 25 ans, ton papa et moi, nous sommes allés sur la côte atlantique américaine. Nous avons loué un petit motel face à la mer. Et c'est là que nous t'avons fabriqué. Nous désirions un enfant, un fils comme toi. Cela fait 25 ans. Tu as toujours été le fils que nous désirions. Et aujourd'hui, au jour de ton anniversaire, alors que je sais que je ne pourrai plus te le dire, je voudrais que tu saches que ta maman est fière de toi et qu'elle a trouvé en toi tout ce qu'elle espérait. Hey, pensez-vous que ce petit gars-là, sa vie va être différente? Sa vie va être très différente. Et même si elle va mal, il a entendu qu'il était un fils aimé, et il ne l'a pas entendu comme un bébé, il l'a entendu comme un jeune adulte. Et voilà, quand c'est toute fin de vie, on se met donc à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Savez-vous que vous et moi, nous avons la capacité de changer de regard de temps en temps? Et que ça peut se faire comme ça. Le lendemain de Noël, il parle à sa maman et lui dit, « Écoute, maman, je ne peux plus regarder mon avenir comme avant. J'ai passé des fêtes de Noël avec ma cousine et je suis fou amoureux d'elle. Je ne peux plus voir mon avenir sans elle. » Ne croyez-vous pas qu'il y a une différence importante entre la veille et le lendemain de cette déclaration? Oh, je ne vous dis pas qu'il faut se marier sur un coup de tête. Je vous dis que le regard peut changer et que lorsqu'il change, on voit tout à coup des choses que l'on ne croyait pas voir avant. Et évidemment, pour que ce soit possible, il faut être confortable. Hey, docteur, j'ai tellement mal que tant que vous ne m'avez pas donné mon médicament, ce n'est pas moi qui est dans le lit, c'est la souffrance. Et puis là, une demi-heure après, progressivement, c'est moi qui suis là. Et pendant 3 ou 4 heures, je vais pouvoir être là. Et puis quand les médicaments s'épuisent, je disparais et la souffrance prend la place. Ça, c'est insupportable. Et il existe des soins pour rendre confortable. Oh, ce ne sont pas des soins pour guérir la maladie. Ce sont des soins qui acceptent que la mort va venir. Ce sont des soins qui veulent qu'il y ait de la vie dans la vie qui reste. Que le malade ne soit pas prisonnier de ses inconforts, prisonnier de sa douleur. Quand on a mal, on ne peut plus communiquer, on ne peut plus parler, on ne peut plus entendre. On tire le drap sur sa tête, on se met en boule dans un lit, on est tout seul. Les soins palliatifs sont des soins qui sont capables de rendre confortable. La médecine, vous savez, c'est surtout occupé de la maladie. Moi, je suis un docteur de la maladie et pendant 40 ans, j'étais spécialiste des maladies du rein. Et c'est formidable.
Mais derrière chaque maladie, il y a un malade. Et lorsqu'il n'y a plus rien à faire pour la maladie, tout est à faire pour le malade. Où sont nos docteurs pour les malades? Eh bien, ce sont les docteurs de soins palliatifs. Ah oui, il y en a combien? Il y en a 200 au Québec qui ont la capacité de donner des soins experts. Une grande quantité qui vont donner des soins à des gens qui vont mourir demain. Mais le soin n'est pas palliatif parce qu'il est reçu la veille de sa mort. Le soin est palliatif parce qu'il garde confortable malgré l'arrivée inéluctable de la fin de la vie. Les gens en fin de vie finissent par accepter leur situation et ils veulent vivre. Docteur, une semaine de plus, est-ce possible? Ma fille arrive d'Australie samedi. Je voudrais être là. Ce ne sont pas des demandes à mourir, ce sont des demandes à vivre et à vivre confortable un petit peu plus. Mais avec la fin de la vie, on descend tranquillement et puis à un moment donné, on devient comateux. Et puis quand on est comateux, on respire dans un lit puis on ne peut plus parler à ceux qui sont proches de nous. Oh, on les sait et on les entend. On sait qu'ils sont là. Et quelquefois, on entend des choses précieuses, on voit des choses précieuses. Et on meurt quand on est prêt à mourir. Voilà une madame qui rentre dans mon service, elle est en coma. Elle est en coma le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Moi, je pensais qu'elle serait morte le mardi, mais elle est encore là. Et le jeudi, une de ses filles vient dans la chambre et la travailleuse sociale fait irruption et elle dit « Nous avons trouvé une belle place pour François. » François, c'est le fils de cette madame qui est porteur d'une trisomie 21. Et il habitait avec elle. Et elle ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire avec lui. Et quand elle a entendu « Nous avons trouvé une belle place pour François », le soir même, elle était morte. C'est ça qu'elle attendait. Cet autre qui attendait son fils en voyage, et on lui disait, mais oui, il s'en vient, il est dans l'avion, il est dans le taxi, bientôt il va être là. Les soignants gardaient l'espoir de la visite. Le fils arrive, la maman ne peut rien lui dire, elle est dans le coma. Et il s'en va prendre un café, et quand il revient, elle est partie. On meurt quand on a accepté de mourir. Est-ce qu'on faisait quelque chose dans le coma? Croyez-vous qu'on ne faisait rien? Je termine en vous racontant cette histoire. Voilà une madame dont le mari a un cancer terminal. Elle est folle d'angoisse. Elle est incapable d'accepter ça. Et quand elle me parle de son mari, elle me dit, « Quand nous rentrerons à la maison, nous ferons ci, nous ferons ça. » Je lui dis, « Madame, vous savez, votre mari, peut-être, il ne pourra pas rentrer à la maison. Il est bien trop malade. Et ça va prendre une dizaine de jours avant qu'elle accepte que cette réalité soit celle-là. Et pourquoi est-ce qu'elle est tellement atteinte? Parce que son mari fait la vaisselle, fait le dîner, fait le lavage, fait les courses, s'occupe des comptes, s'occupe de la voiture, et elle est toujours peur de tout. Elle ne fait rien du tout. Elle ne peut pas voir sa vie sans lui. Elle est extrêmement affectée par ce départ prochain. Et un mardi matin, son mari devient comateux. Et voilà que toute la journée du mari, c'est dans le coma. Alors elle vient le voir, elle prend sa chaise, elle prend sa main, et elle passe l'après-midi. Puis elle repart chez elle, et le lendemain, elle revient. Et ainsi de suite le mercredi, et ainsi le jeudi, et ainsi le vendredi, et ainsi le samedi, et ainsi le dimanche. Et le dimanche soir, me promenant dans le corridor devant la chambre, avant de quitter, je la vois beaucoup plus calme, assise sur la même chaise et tenant la même main. Et je me dis, qui tient la main de qui? Ce monsieur lui a donné quelques jours de plus, même dans son coma, et elle s'est habituée à une présence différente.
et qui demain deviendra encore plus différente. Je voudrais vous raconter 3 heures d'anecdotes de fin de vie pour vous montrer que la fin de vie, si elle est bien soignée, si on enlève les inconforts, est un moment précieux dans lequel on découvre qui est l'autre, qui est ce malade qui s'en va, qui est ce papa, qui est cette maman ou cette épouse ou cet enfant, si différent de la caricature que nous avons d'eux lorsque la vie courante va si vite autour de nous. Et que nous sommes en train de nous découvrir nous-mêmes, devenir à l'aise dans les espaces de silence, où le silence n'est plus lourd, et où nous n'avons plus envie que les nôtres partent. Mais nous avons besoin qu'ils soient confortables. Et s'ils se bougent dans leur lit avec une douleur intolérable, c'est aussi intolérable pour nous. Tous les Québécois aujourd'hui ont droit à des soins de fin de vie. Il y a 2 soins de fin de vie. Dans le premier, on va vous offrir des soins palliatifs. Formidable. Le seul problème, c'est qu'on est très mal organisé pour faire ça. On doit avoir 40 000 décès par année qui en méritent. Il n'y en a pas 15 000 qui en ont. Qu'est-ce qu'on fait avec les 30 000 autres? L'autre soin de fin de vie est un soin très pratique. C'est l'aide médicale à mourir. On vous l'a expliqué, 3 petites piqûres, 5 minutes après, vous êtes bleu comme un raisin et tout est terminé. Vous ne le savez pas, mais les gens qui demandent l'aide médicale à mourir ne sont pas à l'agonie, ont quelques mois devant eux, ont souvent très peur de ce qui est devant eux. La vie a évolué du bien portant au malade, non pas en 4 ou 5 ans, mais en 4 ou 5 semaines ou en 4 ou 5 mois. Et ils ont une adaptation difficile à faire. Peut-être que la solution d'arrêter tout contact n'est pas la bonne. Peut-être surtout que quelqu'un qui vit l'enfer parce qu'il n'a pas de soins palliatifs pourrait bien demander une aide médicale à mourir à la place, perdant ainsi une partie de ce précieux chemin que représente la fin de la vie. Je vous remercie.